Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce spécial décryptage des actualités de la semaine avec notre consultant politique. Bonsoir Agapit Napoléon Maforika. Bonsoir Zelle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors 2024, on peut le dire, démarre pratiquement comme sur des chapeaux de roue au chapitre politique. On va aborder peut-être les perspectives vers la fin de ce programme. Démarrons déjà par l'actualité du jour. Il s'agit du rejet du projet de loi d'amnistie au niveau de la commission des lois. Alors, le sort de ces personnalités est de plus en plus scellé, même si ce n'est pas une surprise. Agapit Napoléon Maforika. Bien, merci encore, merci à nos téléspectateurs. Je vais leur dire bonne année 2024, avec tout ce que cela comporte donc de perspectives heureuses, de perspectives pas toujours heureuses, qu'ils aient les ressources physiques, humaines, morales et spirituelles pour gagner chaque jour. Chaque jour est un combat, chaque jour est une vie, la vie est un combat, dit-on. Donc qu'ils aient les ressources morales, les ressources humaines, les ressources spirituelles pour gagner donc chaque combat de la vie, donc chaque jour. Qu'ils aient aussi des raisons d'être heureux, hein, et surtout de nous suivre. Donc, bonne année à chacun et à tous, et surtout sur télé avec vous et pour vous. Donc ça c'est d'abord la première. Il fallait sacrifier bien à cette exigence, disons, même si à ce devoir amical, fraternel et humain. Après, nous revenons un peu par ici pour nous replonger dans la gestion, dans le commentaire de l'actualité et nationale, dans le décryptage qui a pour fonction, qui a pour mission de mettre des éléments d'analyse à la disposition de nos téléspectateurs, à eux de prendre les dernières décisions, de prendre les dernières options, mais nous essayons de tamiser et de mettre notre lecture qui essaye autant que faire se peut, donc de relier, de recoller à l'idéal possible, c'est-à-dire ce qui devrait être au regard de nos tests, au regard également de l'entendement, disons, du bon sens, et au regard donc de la pratique aussi. Alors, le rejet de la loi d'amnistie, vous n'avez pas de sort scellé. Le sort était déjà scellé dès lors qu'une condamnation définitive a été faite. Ce n'est pas l'amnistie, on ne peut pas attendre l'amnistie comme celui qui gère un sort. Dans ce genre de procès, c'est plutôt la grâce qui est l'élément auquel, l'élément que beaucoup espèrent. Les gens demandent la grâce présidentielle. Alors, mais les gens n'exigent pas d'amnistie, parce qu'on ne peut pas exiger d'amnistie. L'amnistie efface tout. L'amnistie, c'est comme si ça n'a jamais existé. La grâce laisse le casier judiciaire en état, laisse donc le délit ou le crime en l'état, oui. Mais vous raccourcit l'exécution de la peine, puisque la grâce n'intervient qu'après une condamnation définitive. Donc, dans le cas d'espèce, à partir du moment où les personnalités en question ont été condamnées de manière définitive, c'est-à-dire par la criette et il n'y a pas eu appel, c'est évident que leur sort était déjà scellé. Tous les autres, tout ce que les gens font, n'est que de gesticulation quasi politico-politicienne. Parce qu'ils savent qu'on ne force pas l'amnistie. Ils savent que l'amnistie se joue au Parlement en rapport de force politique. Donc, on ne se fait pas de cadeau au Parlement. Il n'y a pas de... Rien ne va de soi dans un Parlement. Puisqu'il est question de l'idéal politique de chacun, du regard politique de chacun, de la vision politique de chacun. Et donc, lorsque vous êtes un parti en minorité et vous proposez un texte comme ça, vous devez faire le lobbying autour du texte. C'est la norme dans toutes les grandes démocraties. Même aux Nations Unies, pour faire passer comment on appelle ça, des décisions au Conseil de sécurité, mais il faut aller négocier par les pays. Donc, le parti qui a fait cette proposition, le Parti des démocrates, n'a pas négocié, a fait comme si cela allait de soi. D'abord, il a fait campagne sur ce projet, comme si c'était un projet de sécurité. Ensuite, on a fait un élément de bruit. Finalement, ils utilisent Ricky Amandougou et Joël Ivor un peu comme des bêtes de somme, des gens qu'ils utilisent pour se faire valoir politiquement. Ils les utilisent comme des appâts politiques, comme des sujets d'échange, des monnaies d'échange politique.
et il les met comme devant, un peu comme le fantôme face au pouvoir. Je pense que c'est d'une telle indécence que moi je me réjouis au moins que la commission des lois ait vidé le dossier. Là aujourd'hui, je pense qu'ils savent à quoi s'en tenir. C'est à eux de se prendre à eux-mêmes, parce que j'estime toujours qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire pour qu'on en arrive. Vous voulez qu'ils négocient, mais comment peuvent-ils négocier quand on sait que le patron est hostile pratiquement à cela, à Capitaine Napoléon Mafoy? Quand je parle du patron de la majorité. Le patron de la majorité a fait sa déclaration seulement il y a quelques jours. Oui, mais il a dit, je vous avais déjà dit, par exemple. Ça veut dire que quelque chose... Je ne gracierai pas. La grâce, c'est ce qui relève de lui. La grâce, c'est ce qui relève de lui. Et l'amnistie relève du Parlement. Au moins, ils n'ont qu'à nous prendre, ils n'ont qu'à prendre au moins ça, le peuple à témoin, qu'ils ont fait le départ. Je vous l'ai dit déjà une fois, la première chose en la matière, et admise dans toutes les grandes démocraties, c'est le repentir. C'est la moindre des choses. Vous avez rejeté la juridiction qui a condamné. Vous avez fait des décisions. Vous avez fait des affirmations de valeur sur la qualité, la nature du jugement et la qualité du jugement. Mais après, vous dites... Parce qu'on a d'autres voies de recours, peut-être. Non, à l'époque, ils ne reconnaissaient même pas le jugement. Des avocats sont venus dire des choses, même l'avocat... Donc, à partir du moment où vous déblatérez sur le dispositif, lorsque le moment vous vient maintenant d'avoir recours à d'autres formes, comme la grâce ou l'amnistie, vous devrez rétropédaler et normalement ouvrir des brèches d'échange avec les autres. Mais si vous ne le faites pas, et vous allez par force, vous n'êtes pas en position de force. C'est une évidence. Nous sommes en politique. Ceux qui vont leur dire le contraire se trompent. Et j'espère que les parents et les familles de Aïvo et de Rekia Mandougou ne sont pas aussi pour croire que ces démocrates-là sont vraiment dans leur cause. Ils ne sont pas dans leur cause. Ils soutiennent, ils ne se battent pas pour Mandougou et pour Aïvo. Ils se battent pour leur positionnement politique, pour l'image au sein de l'opinion publique. Ils se battent que pour ça. Ils ne se battent pas pour Aïvo ni pour Mandougou. Donc voilà, les démocrates savent désormais à quoi s'en tenir, même si on attend le sort que la plénière va réserver à cela. Bon, ce ne sera pas vraiment non, un dossier rejeté en commission ne va pas en plénière. Ah, ça ne va pas en plénière. Non, le rapport est rejeté. Donc, à partir du moment où c'est rejeté, le dossier n'est pas inscrit. Le dossier n'est pas inscrit, il me semble. Moi, si je peux me tromper, je reviendrai corriger. Mais à partir du moment où la commission ne l'a pas, c'est fini. Il n'est pas classé comme... Il faut que la commission suggère que le dossier aille en plénière et suggère le vote. Et donc, du coup, le dossier va en plénière. Mais en la matière, la commission joue un rôle important. C'est dans la commission que les débats techniques se font. Oui. À partir du moment où c'est rejeté en commission, il ne me semble pas. Je peux me tromper, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus été dans la matière parlementaire, mais je ne pense pas que ce soit cela. Mais si ça devrait être ça, on le saura tout à l'heure et je pourrai revenir là-dessus. Voilà, on va encore passer en 2024 à Capitaine Napoléon Mafoy sur ce sujet. Pardon, grâce, amnistie, il y a eu talon, rebelote au fait à Capitaine Napoléon Mafoy. Je pense aussi que la question de l'amnistie, le débat pour le moment est clos. Je dis pour le moment parce que le débat ne sera jamais définitivement clos, puisque c'est les personnalités qui sont en vue et qui utilisent leur relationnel ici et là. Et donc, nous sommes sur un terrain politique, le débat va être fait, il va être continué. Ça, il n'y a pas de souci. Mais au moins, normalement, pour la législature en cours, c'est-à-dire pour cette période de 2024-2026, en principe, ce débat est clos. Je dis en principe parce qu'on ne sait jamais. Ce débat est clos au Parlement. Donc, les démocrates vont attaquer, ils sont en conférence de presse depuis, ils devaient faire une déclaration donc, qui prend un peu son temps, mais qui est en cours. Mais ils vont charger, trouver que le mal c'est les autres. Non, le mal c'est eux. Et il faudrait, quand vous voulez... Chacun va tirer le trait de son côté. Oui, il faut faire l'âne pour avoir le foin, de la maxime. Donc, à partir du moment où vous voulez le foin, vous ne faites pas l'âne, comment vous le voyez? En la matière, ça ne va pas de soi. Je le dis toujours, au Parlement, rien ne va de soi, tout se négocie. Alors, si on ne peut pas garder ça là, comme dynamique, comme logique, rien qu'au Parlement, rien ne va de soi, tout se négocie, c'est qu'ils ne peuvent pas gagner. Il faut qu'ils le sachent. Ce n'est pas une affaire de générosité de l'un ou de l'autre.
Dès lors qu'il rejette les rapports du président de l'Assemblée nationale, alors qu'il participe aux activités. Il rejette leur propre budget, alors qu'il gagne, alors qu'il présente des émoluments. Alors donc, ils jouent aux opposants, les autres aussi jouent aux mouvanciers. Et donc, ils jouent avec le sort de leurs camarades. Et donc, du coup, les autres, les Rikia, Mandougou et Joël ne sont pas des... Ils sont des amis personnels aux gens de la majorité, parce que c'est des personnalités qui ont brassé par-ci, par-là. Donc, ils sont des amis dans tous les camps. Donc, c'est peut-être les amis personnels. Mais politiquement, dans le cas d'espèce et à la date d'aujourd'hui, Mandougou et Aïvo ne sont pas leurs amis. Ceux qui devaient se battre pour eux, c'est ceux des démocrates. Et ils ne se battent pas pour eux. Bon, ça, il faut le dire. Ils ne se battent pas pour eux. Ils se battent pour eux-mêmes, pour leur image et surtout pour avoir l'opinion à eux. Et donc, l'année 2024, oui, il va s'ouvrir. Pas que sur ça, l'amnistie. Je pense que l'année s'est ouverte déjà sur la Tchakodji, sur une offre d'Achakodji, donc de l'arbre par l'arbre, et une diversion en face. C'est-à-dire que le président Talon qui a envie de vider des dossiers avec son camarade, avec son ami d'hier, ancien président, donc du coup, et l'autre qui essaye de feinter, comme on dit en jargon sportif, il est en train de feinter, il allait chercher la gouvernance Talon ailleurs, il allait chercher donc, c'est lui c'est élément de langage pour distraire cette question et donc ne pas répondre à l'offre de l'arbre à pala. Mais d'autres opposeront que c'est sa manière à lui de montrer qu'il a réellement pardonné et qu'il ne veut plus revenir sur les vieilles histoires. Celui qui a pardonné n'oppose pas l'obligation de pardon à l'autre. C'est indécent. Oui, lui passe à autre chose. Il préfère se contenter de l'actuel. Il ne veut pas revenir sur des histoires de 2012, par exemple. Bon, tant mieux. Moi, je ne suis pas celui qui offre la Tchakodji et je ne suis pas celui qui reçoit. Mais si celui il aurait pu quand même acter. Lui, c'est derrière lui. Et s'il le disait, quand il aurait dit, ces partisans qui sont virulents sur les réseaux sociaux, et qui demandent à Dia pardon, et que le pardon soit réciproque, vont savoir que bon, cette question-là était mal utilisée, mal exploitée, et que désormais le dossier est clos, et que c'était un tonneau vide qui faisait du bruit, et qu'il fallait y mettre fin. Donc, du coup, ça fonctionnerait. Mais lorsqu'il ne le dit pas, il ne dit rien, et il entre dans, voilà, rien ne va, le pays est mal, de gouverner, bon, tout ça, tout ce qu'il a eu à dire, ici et là. Voilà. Conflit d'intérêts, voilà. Beaucoup de choses. Non, je pense quand même qu'on ne peut pas revenir encore sur la révision constitutionnelle de 2019 aujourd'hui. Cette révision constitutionnelle qui leur a permis d'aller aux élections, eux. Vous ne pouvez pas être dans un jeu, critiquer les règles du jeu. Vous êtes dans le jeu, vous avez utilisé le jeu, vous avez utilisé la constitution révisée, vous gagnez. Alors, je ne sais pas, franchement, finalement, aucun jeu ne sera d'accord avec aucun jeu. Et lorsque c'est un ancien président de la République comme Bouriaï qui se met dans cette posture... Est-ce qu'on ne va pas le prendre au sérieux? Ce sera la question à Agapit Napoléon Maforican. On ne doit pas le prendre au sérieux. Mais pourquoi? C'est quand même pas le problème du Béninois, c'est vrai que l'amnésie est très forte dans l'opinion publique, aussi bien des intellectuels, enfin de ceux qui se le prétendent tels. Parce qu'en fait, ils oublient tout ce qu'ils ramènent sur Yahi. Il y a quelques années. Moi, je n'oublie pas, j'étais là. Donc, nous, il y a des gens qui résistent à l'amnésie. Parce qu'on refuse que les gens utilisent leur incapacité d'analyse ou de réflexion pour pouvoir conduire le peuple dans les rêves. Ou peut-être parce que ça vous arrange aussi de ne pas oublier. Non, moi, je n'oublie pas. Non, un homme sérieux ne doit pas oublier. On peut pardonner, le principe même, c'est pardonner, mais jamais oublier. Celui qui oublie est un... Alors ça, il n'existe plus. Parce qu'il risque de reprendre les mêmes erreurs, de commettre les mêmes fautes. Non, il ne faut jamais oublier. Donc, l'amnésie est une faute. L'amnésie personnelle, l'amnésie voulue. Or, c'est que les gens essayent de trouver, d'oublier. Que lorsque le chef d'État est aux affaires, on l'attaque, on l'assaille, et lorsqu'il quitte, il veut qu'il attrape une petite cause et on va l'applaudir. Quel est ce peuple tellement émotif, qui n'arrive plus à se retenir, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas se contenir et à qui on peut vendre les chrysanthèmes sans même qu'il élève la petite voix et après il passe pour une victime. C'est pitoyable. Il faut qu'on cesse d'être émotif. Il faut qu'on soit enfin réaliste. Il faut qu'on soit enfin sérieux. Il faut qu'on puisse analyser et qu'on demande devant les gens, on leur dit, mais vous nous aviez, il y a quand tu étais au pouvoir, tu as fait quoi en termes de domaine? Mais les domaines qu'il y a eu, il attaque aujourd'hui, il n'a pas pu aller au bout. Démocratie Nescafé, qui en a parlé? C'est lui.
faire du désordre et d'anarchie. C'est lui. Il n'a pas encore dit le contraire. Agapito Non, Apele il ne peut pas dire le contraire. Donc, quand il parle, ce qu'il dit aujourd'hui, Oui. lui, il a prôné la dictature du développement. Oui. Alors, je ne sais pas ce qu'on met dans la dictature du développement, parce que nous, on a promis ça. On a repris ça encore en cœur. Alors, s'il a promis ça et on a repris en cœur, moi, je ne sais pas si nous allons faire pire que ce qui aurait été dictature du développement. C'est ça le problème. C'est que lui, il peut sortir, il peut circuler. On parle de 52 jours. Les 52 jours, c'est parce qu'il voulait mettre le pays en danger. Ça, tout le monde le sait. Donc, du coup, nous sommes dans une dynamique où il ne faut pas que l'ancien président vienne perturber le fonctionnement normal. Donc, il n'a plus voix au chapitre. Agapito Apele. Il ne peut plus analyser, il ne peut plus critiquer, il ne peut rien dire. C'est l'omerta après le pouvoir. C'est plutôt une certaine intelligence, une certaine réserve. On peut critiquer. Il y a tellement de mots pour critiquer. Il y a tellement de manières pour le faire. Il y a tellement de styles. Il n'est pas le premier ancien président qu'il soit. Il y en a eu d'autres, sous d'autres fronts. Mais s'il essaie de les regarder faire, hein, il a quand même eu un grand tennis. Il a appelé Mathieu Kérékou. Je ne lui dis pas d'être Mathieu Kérékou. Mais il peut essayer de cultiver quelques vertus de paix de Mathieu Kérékou. Parce que ça, c'est connu au moins que sur tous les chefs d'État, Mathieu Kérékou, au moins, les 2 fois qu'il a quitté le pouvoir, il n'a perturbé personne. Lui, Boni Yahi, c'est grâce à Mathieu Kérékou que les gens ont été aux élections de 2011 avec la LEPI. Il a peut-être oublié. Donc, le rôle de l'ancien président de la République, ce n'est pas de perturber le jeu, mais c'est de l'accompagner parfois. C'est d'être le dernier recours. Ça ne veut pas dire qu'il applaudit l'autre. Non, il peut trouver des moyens de temps en temps pour quelquefois un jour, on a dit que c'est changement. Un changement, et pourtant on a chaud. Alors, vous voyez, c'est de ces petites boutades qui quand même ramènent un peu à l'essentiel. Alors, donc pour moi, oui, un ancien président peut continuer à parler. Il n'y a pas de problème. C'est son droit qui peut le lire. Mais il faut respecter la fonction. Et respecter la fonction voudrait dire respecter celui qui est là. Celui que le peuple a unanimement choisi, a mis là comme son chef. Alors, est-ce qu'il est bien élu, mal élu? Ce n'est pas un individu de dire que quelqu'un est mal élu et bien élu. C'est le peuple souverain qui lui a donné le mandat. Et donc, dans ce mandat, on lui doit respect, considération. Et lui, il nous doit respect de la Constitution. Je l'appelle. On parle de Constitution votée nuitamment. On revient sur certaines expressions. Mais, alors, finalement, on dit que ces gens n'ont pas envie de passer à autre chose. Pendant que ce temps, il y a des questions d'intérêt qui sont là et qui n'abordent pas. Il préfère aller sur le terrain, polluer l'environnement. Et donc, peut-être parce qu'il est favorable justement à cet environnement à être pollué. Non, vous savez, les populations à la base sont un peu des victimes innocentes d'une certaine frilosité de Cotonou qui va vers ces endroits-là. D'une agitation qui va des grandes villes vers ces endroits-là. Oui, nos populations sont beaucoup en affaires. Ils ne sont pas bêtes. Mais lorsque ça vient, par exemple, cette affaire depuis un temps, il y a la recrudescence de cette affaire de révision de la Constitution. Oui, troisième mandat. Mais c'est parti d'où? De nulle part. Donc, ça doit forcément y avoir une source. Ça fait partie de ces choses qu'on monte de toutes pièces. Oui, le président de l'Assemblée nationale a pu dire que nous sommes une constituante. Il a pu peut-être utiliser des formules qui peuvent peut-être créer une certaine confusion. Mais le président de l'Assemblée nationale a déjà parlé que notre Constitution mérite d'être révisée. Et nous admettons comme lui que la Constitution mérite d'être révisée. On l'a déjà inclus, on l'a dit, mais la révision ne touchera pas. C'est le même Vlavonou qui a dit que la révision ne devrait pas toucher les questions fondamentales. Il a dit que les gens retournent l'écouter. D'accord. C'est le même système qui a mis dedans que nul ne peut être président plus de 2 fois de sa vie. C'est quand même en 2019 où le Parlement était monocolore, pour reprendre leur expression à eux, que cette révision a eu lieu. Ils doivent inclure tout ce qui devrait. Politiquement, je ne fais pas de cadeau, ils auraient pu le faire. Mais aujourd'hui, je ne vois pas. Mais aujourd'hui, qu'ils n'ont plus la majorité absolue pour aller à une révision au Parlement, ils vont le faire. Mais de quoi nous parlons? Donc, moi, je trouve que cette situation on ramène sur la scène, c'est pour embrouiller le jeu. C'est pour créer des conditions d'émeute, des conditions de trouble à l'ordre public. C'est cela, à mon humble avis, la manière, ce qui sous-tend cette idée-là. Parce que je ne vois pas vraiment d'où ils ont sorti ça. Le timing. Dans aucun discours présidentiel, le président de la République a parlé de sa succession.
lors de son discours. Il n'a pas dit qu'il veut se maintenir. Bon, donc, du coup, il a très peu. Comment vous. Pardon? Je disais, il a très peu parlé de cela. Il disait, on va revenir à son agenda. Là, on reste sur la révision constitutionnelle. Agapit Napoléon Bafouékel, c'est le timing qui pose problème et tout ce qui tourne autour, justement, dans le jeu politique. Le timing de quoi? Qu'on évoque. Le timing, le moment où on évoque cette question. Non, mais ceux qui l'évoquent savent. C'est pourquoi ils l'évoquent, justement. Le gouvernement ne l'a jamais évoqué. Mais le gouvernement ne l'évoquera jamais. Si. Pourquoi pas? Le président de la République, s'il a envie de réviser la Constitution, qu'est-ce qu'il en a? Depuis le premier essai, il n'est jamais revenu là-dessus. Mais la Constitution a prévu les conditions de la révision. Oui. Elle a été. Donc, pourquoi il peut avoir une peur pour réviser? Le l'a dit, le président de l'Assemblée nationale a dit que ça méritait de l'être. Alors, est-ce que le ciel lui est tombé sur la tête? Qu'on programme la révision de la Constitution, est-ce que c'est une Constitution est faite pour être révisée? Il faut qu'on quitte cette frilosité. Donc, si le gouvernement ne l'a pas dit, c'est que le gouvernement ne l'a pas inscrit. Autrement, réviser une Constitution, quel est le problème? Qui peut empêcher le Parlement de le faire? Qui pourrait empêcher Yahi de réviser la Constitution? Personne. Si Yahi même avait été vraiment mu par cette ambition et a mis en place le dispositif. Le dispositif n'a pas pu parce que l'opposition, à son camp, a gagné plus de rangs et l'en a empêché peut-être. Mais dans le cas d'espèce, Patrice Talon a un groupe cohérent de 89 députés, de 81 députés, un groupe de 81 députés. Mais les 81 députés ne permettent pas, ne suffisent pas pour aller à une révision. Alors, d'où vient le problème alors? Est-ce que c'est dans le camp des démocrates où les gens se proposent eux-mêmes alors de compléter le camp présidentiel pour réviser la Constitution? Parce que je ne vois pas où est le problème. Parce que peut-être ils se susurrent également que les parrainages vont être confiés aux chefs de partis politiques. C'est aussi une option. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Et nulle part, les parrainages ne peuvent. Comment vous voulez que les parrainages soient confiés? Ils se susurrent. Oui. Il y a plusieurs. Il se suscite beaucoup de choses. Il se suscite beaucoup de choses. Je voulais d'abord parler de la révision de la Constitution. Alors, ou bien c'est pour inclure ça dedans. C'est possible. Ah, bon. On ne saurait le faire sans réviser la Constitution. Alors, si ça arrange les démocrates et ils votent pour, donc où est le problème? Ça veut dire que le peuple souverain, les représentants souverains du peuple, les représentants légitimes du peuple souverain auront décidé de le faire. Mais en le faisant, ils remettent alors dans la main du chef de parti la désignation claire du candidat, à lui seul, l'opportunité de décider du candidat à l'élection présidentielle. Ça dit quoi? Si il y a effectivement cette envie de réviser la Constitution pour permettre au chef de parti de valider le parrainage qui est confié à l'élu en sa qualité d'élu, et surtout l'élu parlementaire, lui, il n'est dépendant de personne. L'élu parlementaire est l'élu de la nation et il ne devrait pas avoir de mandat impératif. Alors, si maintenant la Constitution est révisée pour lui opposer le chef du parti dans le parrainage, autant demander que le parti parraine et non des élus parrainent. Parce que on va dévoyer la notion. Oui, c'est exactement ça. Si c'était vérifié. On parle de troisième mandat, on ne parle pas de parrainage. On parle de troisième mandat. Donc, ce que on lit partout, c'est troisième mandat. Et je dis que nulle part, le gouvernement n'est dans cette option, puisque le chef d'État parlait encore il y a quelques jours, parle encore de sa succession. Donc, je ne vois pas l'ombre de quelconque troisième mandat dans ce que le président dit. Et je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le croire. Maintenant, réviser la Constitution est un autre aspect. Maintenant, si cette révision de la Constitution va avoir pour option ou pour finalité de donner mandat au président des partis, des 3 partis ou des 4 partis, hein, donc de valider les parrainages, moi je pense que en voulant régler un problème, ils vont créer un autre, ils vont créer des mastodontes parce que ils vont confier à un individu, à lui seul, le choix. Ça peut marcher aujourd'hui, mais dans 5 ans, en tout cas en 2031, en 2036, alors on peut tomber dans les cas où le chef de parti peut aller amener n'importe qui, parce qu'il co-signe le parrainage. Alors les mêmes personnes vont revenir encore pour crier. Moi je pense que le parrainage se suffit à lui-même. Il faut laisser la compétition se jouer. Et donc, je ne vois pas. Mais je ne crois pas à ces choses. Il y a tellement de supputation, de susurre, que finalement, moi, je me dis, une constitution est faite pour être révisée. Il ne doit pas avoir de... La révision de la constitution ne se gère pas dans les marchés publics, enfin, dans les marchés populaires, ne se gère pas au marigot,
ne se gère pas dans les champs. La révision de la Constitution est une affaire d'élite. Parce que nous parlons de la gouvernance. C'est une affaire de l'élite qui gouverne, donc des partis politiques. D'abord, c'est leur affaire, des intellectuels qui sont associés au dispositif. C'est en Afrique que la révision de la Constitution est une affaire du monde, d'une foule. Ailleurs, dans les grandes démocraties qui nous ont appris la démocratie, on ne c'est pas dans les réseaux sociaux que ça discute. Ces questions se gèrent dans les officines politiques. D'accord, mais ils le font combien de fois, Agapit Napoléon Mafoy? Et au Bénin, le plus récent, c'était en 2019, ça fait même pas encore 5 ans. Au Bénin, on l'a fait combien de temps? Non, je dis le plus récent, c'est en 2019, ça fait même pas encore 5 ans qu'on en parle encore. Oui, mais qui en parle encore? Voilà, on peut réviser. Ne me demandez pas de mettre des noms. La Constitution américaine, comme la Constitution française, ont été déjà retouchées plusieurs fois. Pas des amendements aux États-Unis, pas des touches ou des décisions de conseil constitutionnel parfois. Toucher à un article de la Constitution ne pose aucun problème. La Cour constitutionnelle chez nous a déjà fait ça plusieurs fois. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'à chaque fin de mandat, on revient sur un débat du genre. Il y a des gens qui fabriquent ces stéréotypes, ces clichés, ces situations, ces affirmations pour intoxiquer. Et normalement, il faut stopper ça. Parce que ça détourne le vrai débat. Le vrai débat aujourd'hui, en début d'année, c'est quand même la relance. Et vers la fin du mandat, c'est le débat sur la suggestion. On a beau se concentrer sur le PAG2, mais il faut bien savoir qui va nous diriger après 2026. La question, elle est là. Est-ce que c'est Patrick Talon lui-même? Pourquoi pas? Il est exclu. Ceux qui l'ont, lui, il est exclu. Il y a des gens qui souhaitent. Et ils ont le droit, ils ont le droit, la latitude, la liberté de le souhaiter. C'est leur droit. Si Patrick Talon fait preuve d'une générosité énorme en matière de gouvernance, prend des risques à la limite de la témérité, essaie de pousser le développement, de pousser nos réserves, nos résistances, au point d'atteindre des dynamiques que personne n'aurait osé atteindre en matière de développement qualitatif et durable. Comment voulez-vous que des gens ne pensent pas qu'une telle générosité, il faut en profiter il faut presser cette générosité jusqu'à la lie, comme on le dit. C'est-à-dire, il faut l'utiliser à fond. Et donc, pourquoi ne pas penser à ça? Ceux qui y pensent ne sont pas des imbéciles. Ne s'en faut. C'est pas parce qu'on quémande un pouvoir, parce qu'on cherche une nomination. Il peut venir et nommer qui il veut. La preuve, il a le même gouvernement depuis 10 ans, depuis 8 ans. Et pourtant, plein de personnes l'ont soutenu. C'est à lui de savoir. Donc, c'est pas parce que vous soutenez, on dit, ah, c'est parce qu'il cherche poste. Non. Mais on dit, le monsieur essaye de faire preuve d'un courage terrible qu'on n'a pas, qu'on n'est pas sûr de trouver facilement. Que le pays n'a pas trouvé facilement pendant 63 ans d'indépendance, ou bien pendant 56 ans d'indépendance. Oui, donner l'opportunité à d'autres de prouver ce qu'ils valent. Exactement, c'est ça. Mais au lieu d'aller en aventure, pourquoi ne pas s'assurer avec celui qu'on connaît déjà? Oui, mais il nous a fallu aller en aventure pour le découvrir. Donc, moi je parle de ceux qui voudraient qu'il continue. Maintenant, à défaut de lui, que le débat se fasse. Et que les gens regardent. Donc, pour moi, 2024-2025 devrait permettre de faire ces petits jeux, ces petits débats. Et là, ces débats se font aussi dans les officines politiques. C'est un débat politique. De toute façon, c'est les partis politiques qui donnent le parrainage. Mais on ne peut pas, et c'est peut-être là que je ne pense pas que le discours présidentiel, on ne peut pas, comme dit le président là, de la République, enfermer aussi les débats en disant c'est la révision c'est d'abord le PAG2. On ne peut pas étouffer la fumée avec la main. Lorsque vous mettez de la marmite sur le feu, ça boue, vous ne pouvez pas, même si c'est un canari, mais vous ne pouvez pas étouffer la vapeur avec la main. Ça va vous brûler. Et même si ça ne vous brûle pas, même si vous êtes matamor ou vous êtes qui vous voulez, la vapeur va émerger. Parce que c'est comme ça. C'est la même chose. Le débat politique va se faire. Ne va pas attendre les 6 mois. Parce que ça se fait déjà. C'est vrai, il y a les mouvements de sollicitation de candidature, peut-être qu'ils peuvent agacer le président ou son entourage, ce qui est logique. Surtout le perturber. Oui, parce que, oui, on peut comprendre ça. Mais c'est de bonne guerre aussi que le terrain ne soit pas laissé vierge. Mais je pense qu'après sa sortie,
ces mouvements ont compris. Parce que celui dont il cite le nom, hein, qui est un proche du président, ne voudrait pas non plus se mettre dans une telle posture d'affront par rapport à ce. C'est son ami. Et ils ont gouverné jusque-là ensemble, même s'il n'a pas une fonction officielle. Mais je pense tout ce qui se fait aujourd'hui, rien n'aurait réussi sans un certain nombre de personnalités autour du président Talon, des personnes avec lesquelles il est au pouvoir et qui sont peut-être pas nombreux, 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas combien, mais très réduits autour de lui, peut-être très discrets aussi, mais grâce à qui il travaille. Il lui fait confiance depuis, il travaille, il produit des résultats. À mon humble avis, je ne pense pas que c'est à la fin, c'est maintenant qu'ils doivent se mettre en rébellion l'un contre l'autre. Donc du coup, ces mouvements, je pense qu'ils ont plutôt intérêt à peut-être calmer et peut-être à travailler le terrain, hein, à travailler le terrain et laisser peut-être éventuellement à M. Bokor, s'il est partant, donc de travailler les partis politiques. Mais eux, ils peuvent, les militants, ceux qui souhaitent, peuvent déjà commencer par se mobiliser sur le terrain, travailler le terrain, appuyer ce qui est en cours déjà, parce que les acquis de Talon seront ceux revendiqués par Olivier Bokor s'il est candidat. Tout comme ce sera ceux revendiqués par d'autres candidats, ou le candidat choisi. Parce que M. Bokor n'a jamais dit je serai dans l'affront. Il se pourrait bien. Il n'a même pas encore dit oui. Voilà. Donc, lorsque quelqu'un va dire, peut-être que lorsque le mot d'ordre sera, c'est tel, il faudrait que les gens soient en mesure de ne pas être frustrés par des déclarations de si. C'est pour ça que moi, je lis des choses, je dis, attention, la majorité a intérêt à faire front, effectivement. Et c'est peut-être là que le chef d'État a besoin de raison. Peut-être que ceux autour duquel on peut faire front, c'est le PHGD. Parce que ça, c'est le programme en cours. C'est le programme en cours. Okay. Ça, c'est le programme qui les unit. Le PHG1, le PHG2 est le ciment, est le lien entre toutes ces personnalités qui se reprennent de Patrice Talon. Mais lorsqu'on entre dans la situation, ça va se frustrer. Patrice Talon, lui, il mobilise autour de lui un certain nombre de personnes. Mais les amis de Olivier Bokor, les amis ne sont pas nécessairement les amis de Patrice Talon. Les amis de M. Johannes, d'ailleurs, ne sont pas les amis de Patrice Talon. Les amis de Wadaï, je cite d'un nom comme ça en l'air, il m'excuse. Les amis de Job Benou ne sont pas tous les amis de Patrice Talon. Donc, mais eux tous réunis sont des proches qui concourent aujourd'hui aux résultats autour de Patrice Talon. D'où la nécessité pour eux de faire peut-être le débat à l'interne, de trouver un gentleman agreement pour que l'un ne soit pas affaibli. Parce qu'en affaiblissant l'un, on donne des arguments à l'opposition. En affaiblissant l'un, on donne des arguments à l'opposition. Donc, puisqu'on ne peut pas affaiblir l'un, c'est utiliser des stratèges, sans dénoncer des stratèges. Et quand on le fait, on affaiblit le camp qui travaille parce que, qu'on le veuille ou non, Olivier Bokor est l'ami de Patrice Talon, connu de tout le monde, a contribué au succès de la décennie. Et donc, on ne peut pas lui opposer quoi que ce soit sans que ça ne touche la gouvernance. C'est la même chose dans un autre camp. Que ce soit Tchobouinou, que ce soit Wadaï, je m'excuse toujours, que ce soit Johannes d'ailleurs. Si on prend toutes ces personnalités qui n'ont jamais dit je veux quelque chose, qui n'ont jamais dit, donc je me confesse, donc qui n'ont jamais dit et qui n'ont jamais mis en place un mouvement et donc je ne connais pas encore des groupes de soutien. Donc, mais je prends des noms que les gens citent. Oui. Alors si on les prend, autant que chacun, que Olivier Bokor dont les gens parlent, si on les prend, mais ils sont tous comptables de la gouvernance. Ils peuvent revendiquer cette gouvernance pour demain. Alors donc, si on affronte l'un, on attaque l'un, on affaiblit le camp. C'est pour ça, comme je dis, il y a un dialogue. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, le président et M. Bokor n'aient pas évoqué cette question. Ah, je ne sais pas s'il est candidat. Parce que Patrice Talon a son agenda, justement, qu'il a évoqué au cours de son entretien à la presse. Il a parlé de 6 mois. Bon, oui, exactement. Donc, du coup, il faudrait qu'ils échangent entre eux. Puis, de toute façon, laisser le terrain vide. M. Bokor n'a pas dit qu'il est candidat ou qu'il n'a pas dit qu'il est candidat. Donc, ça peut comprendre que le président Talon ne sache pas s'il est candidat ou pas. Je n'imagine pas qu'il puisse être candidat sans aller dire à Patrice Talon qu'il est candidat. Mais Patrice Talon dit c'est le jeu des partis politiques. Donc, du coup, lui, il n'a qu'à aller travailler au niveau des partis politiques. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de pression. Donc, qu'à aller travailler la base et se préparer. Donc, il faut être inscrit sur le RAVIC. Il faut avoir sa carte électorale. Il faut être militant politique. Par ailleurs. Et ainsi de suite. Il faut faire le front à l'interne du parti politique. Donc, il faut faire la majorité. Il faut créer
la majorité à l'interne du parti politique. Donc, du coup, c'est logique tout ce que se passe. Le parti Talon, le candidat qui a décliné n'est pas mauvais. Mais il n'empêche pas qu'en bas, il l'a dit, les gens peuvent travailler. Donc, que les gens travaillent en bas, moi je trouve que c'est... Alors, lorsqu'on en arrive à tout ça, quelle est la place d'un troisième mandat dans tout ça? On ne le trouve pas. Et c'est là que le jeu est biaisé. Quand tout ce que les gens écrivent, là, ça ne répond à rien. À la limite, vous élisez votre chef, vous devez lui faire confiance. Vous élisez votre chef, vous devez lui laisser la main de travail. Alors donc, toutes ces agitations sur le terrain ont un objectif. C'est de détourner de l'essentiel. C'est de polariser la question, parce qu'ils savent que c'est la réunion constitutionnelle, une question, un sujet qui polarise, qui cristallise les gens. Et ça serait en faveur de qui, ce détournement de l'attention? De l'opposition qui a maillard parti aujourd'hui, qui est en roue libre et qui a envie de trouver que rien ne se fait, que le peuple est libre. En fait, c'est de tenir l'image des talons. Le talon qui a fait dont l'intérêt sorti a montré un homme qui est totalement détendu, qui est sûr de son résultat, qui annonce des lendemains meilleurs. On veut balayer ça de la revers de la main et créer la tyrannie. On veut montrer que ce talent-là n'est pas partant. Elle n'est pas celui dont on parle. On veut montrer que le pays n'est pas aussi calme. On veut montrer que les indices, c'est de l'heure. Donc, on veut renoircir ce qu'on n'a pas réussi à présent à noircir. On a dit que c'est des projets maquettes. Aujourd'hui, les trucs maquettes sont sortis du sol. Bon, comme il ne peut pas les contester, on cherche des subterfuges pour créer un encombrement psychomental et détourner le sujet vers des sujets qui fâchent, comme la révision de la Constitution, et surtout un hypothétique troisième mandat. Voilà, si vous permettez, on va revenir quelque peu à cet agenda de Patrice Talon. Votre analyse, je l'ai tout de moins comprise, mais quand il dit que 6 mois, par exemple, moi j'ai une question sur le genre, ou la personne qu'il dit, est-ce le chef de l'État ou le président, ou pardon, le chef de la majorité simplement? Le président Talon ne sait pas... En fait, celui qui parlait, c'était le chef de l'État. Mais comme il n'a pas esquivé de sujet, il a reconnu quand même que c'est sa majorité à lui. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, bon, il est le chef de la majorité. Il est le chef de la majorité. Donc, oui, c'est peut-être le chef de la majorité qui parle. C'est le chef de la majorité qui pense que il faudrait d'abord se concentrer sur le PHG2, sur le devenir de la population, sur les problèmes sociaux, les problèmes des communautés, avant de parler de succession. Mais le chef de la majorité ne peut pas dire ça, c'est le chef de l'État qui devrait le dire normalement. Donc, quelque peu ça, est-ce que ça n'embrouille pas un peu Agapine Napoléon Bafouikan, la compréhension? Je vais être clair avec vous. Je pense que oui. Peut-être que la faille présidentielle dans cette interview est réglée à ce niveau-là. Je pense qu'on avait tellement envie de régler cette question de suscitation de candidature qu'il y a quand même eu quelques lapsus. Oui, en la matière, je suis d'accord avec vous que c'est un travail beaucoup plus de politique. Diogbenou l'a dit et il est dans son rôle de le dire. Et que Diogbenou le dise, c'est presque suffisant. Mais je veux que lorsque Diogbenou l'a dit, président du parti UPR, UPR Le Renouveau, lorsqu'il a dit, ça n'a pas arrêté les mouvements de suscitation de candidature. Pas vraiment. Non, ça n'a pas arrêté. Donc du coup, j'ai l'impression que le chef d'État lui-même a voulu un peu siffler la fin de la récréation en disant, bon voilà, je mets fin à tout ça, pour le moment, ce n'est pas l'urgence. Et on peut le comprendre. Vous savez, s'il disait, ah oui, Olivier Bokos c'est mon ami, il peut me succéder, il a toujours été avec moi, c'est quelqu'un qui connaît très bien. S'il disait, qu'est-ce qu'on va dire? Que terminé, Yahibouni a choisi, et Patrice Talon a choisi son dauphin. Patrice Talon a choisi son dauphin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans la majorité? Tout le monde, dans la majorité, tout le monde... C'est l'allégeance au nouveau non, pas du de tout. Pas du tout. Il y a d'autres ambitions aussi. Et on est à 24 mois de la fin du mandat. Donc, il y a d'autres ambitions. Donc, il faut préserver l'unité du groupe. Et dans la préservation de l'unité du groupe, le chef de l'État c'est lui qui prend le coup, il se met devant. Il prend, puisque tout ce monde-là, lui doit ça. C'est lui le chef. Ils ont beau aider, c'est quand même lui le chef. Donc c'est autour de lui que tout ce monde-là est rassemblé. Oui, mais lorsqu'il va dire, avec 4 mois de la fin de son mandat, c'est vous, on casse le jeu. C'est-à-dire que ça ira dans tous les sens. Et donc, ça peut nuire même au candidat en question. Parce que
des coups qu'il peut en prendre par-ci ou par-là. Ici, puisque rien ne l'oblige, le président Talon dit, on peut continuer en bas. On peut faire des négociations de coulisses. Mais c'est les partis politiques qui donnent le top. Alors, est-ce que les candidats attendront que les partis politiques donnent le top? Ce n'est pas si évident si les partis politiques ne font pas vite. Parce que d'ici à 6 mois, on serait à 18 mois de l'élection. Il n'est pas possible qu'on finisse 2024 sans que cette question, que le soir, en tout cas, tant que les partis n'aient encore mis en place leur stratégie. On voit des si c'est des primaires, il faudrait qu'ils fassent des primaires. Il faudrait qu'ils donnent le calendrier. Si c'est des désignations, si les gens déposent leur candidature, ils vont faire étude. Bref, il n'a qu'à dire le mode opératoire. Mais il ne peut pas attendre 6 mois pour ça. Il ne peut pas attendre 6 mois pour ça, parce que 6 mois, c'est trop juste. C'est trop juste. D'autant que nous sommes dans les élections générales. 6 mois voudrait dire novembre 2025. Or, déjà en février, il faut aller aux élections législatives. Parce que l'élection présidentielle, c'est en avril. Donc, novembre, c'est tard. C'est tard 2025. Donc, il est évident que l'agenda présidentiel par rapport aux élections ne peut pas tenir exactement. Mais l'idée est là. L'idée, c'est qu'on ne se focalise pas sur la situation au point d'oublier de consolider ce qui est là. Or, la consolidation de ce qui est là aussi peut partir des attaques à l'interne qui peuvent, parce que lorsque je lis partie débocalisation dans les trucs, qu'on veut débocaliser l'administration, qu'on veut faire ci, qu'on veut faire ça, que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est que dans l'un ou l'autre, ils se nuisent. C'est-à-dire quoi? Si c'est une histoire montée, ça nuit à la majorité. Si c'est une histoire vraie, ça nuit à la majorité. Et donc, si la majorité commence pas à aller là, c'est que dans 3 mois, ça aidera. Donc, déjà qu'ils n'ont pas réussi à embobiner encore, à embarquer les populations. Parce que, à sortir pour voter. Les résultats des dernières élections ont montré quand même, les législatives ont montré le taux d'abstention. Donc, il est important que la majorité fasse front autour d'elle-même et continue à travailler. Et donc, moi je trouve que pour ce faire, il faudrait qu'ils ouvrent le débat de la sélection, pas en tant que qui est candidat. C'est peut-être de laisser un peu le mouvement, en le canalisant quand même, en demandant que on puisse, tous les week-ends, machin, tout ça, comme ça devient redondant. Je pense que au même moment, on ne pense pas que quelqu'un doit être sacrifié pour d'autres. Moi, je trouve que ce n'est pas bien. Il faut laisser le jeu ouvert, comme il est aujourd'hui, mais attirer l'attention. Pourquoi pas ne pas faire le débat d'état-major? L'intelligence est là, ils ont fait la campagne ensemble pour être là en 2016. Donc, pour cette intelligence ne peut pas se retrouver et essayer de garder contact. Je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi, je ne suis pas dans le secret, mais ils peuvent toujours garder au moins ce dispositif pour que les gens se parlent et que surtout les leurs sur le terrain ne s'attaquent pour donner des mots d'ordre, pour donner des mots, comment on appelle, des éléments de langage à une certaine opposition qui ne cherche qu'à tout détruire, qu'à tout saccager et revenir à l'ordre de 2015. Oui, la situation est quand même complexe. C'est pas si facile tel que vous le dites, Agapit Napoléon Mafoika, puisque c'est une majorité de différents blocs. Est-ce qu'ils vont avoir différents candidats pour l'association du même leader? Ça reste une épineuse. Ça reste une grosse épineuse. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'ils se parlent. Alors, le président de la République ne peut pas, dans le cas d'espèce, comme il n'y a pas de... Vous savez, c'est lui qui est au cœur de ces changements-là. Et c'est pour ça que je disais toujours que je n'ai pas de position dogmatique sur qui poursuit normalement. Dans un pays sérieux, ici, nous croyons vraiment au développement et nous avons envie d'être développés. Normalement, la classe politique doit trouver les voies et moyens de prier, de supplier Patrice Talon d'accepter de rester pour un temps. Et bien, ce faisant, il faudrait une sorte d'ouverture vers peut-être d'autres camps politiques pour montrer quand même que, bon, nous allons peut-être nous offrir encore 5 années ou 10 années, mais on va peut-être voir dans quel moment, dans quelle mesure vous l'associez lorsqu'il vous adhérez à l'ordre. C'est-à-dire quel ordre? L'ordre constitutionnel nouveau, l'ordre public qui nous conduit vers le développement véritablement durable. Alors, on va me dire non, ça c'est si important, oui, c'est vrai. Mais à partir du moment où quelqu'un se donne, comme je l'ai dit, il faut peut-être lui permettre d'avancer. Mais si on ne peut pas,
comme je le dis toujours, si on ne peut pas, donc on rentre dans les dynamiques normales de succession. Et les dynamiques normales de succession, alors il faudrait qu'ils se parlent pour savoir est-ce qu'ils auront 2 candidats. S'ils ont 2 candidats, il y aura encore l'effritement des voix. S'ils ont 2 candidats, je ne sais pas s'il y aura la cohésion, parce qu'ils vont faire campagne et ils vont s'attaquer sur le terrain. Donc, tout ça fait partie des situations à analyser. Et maintenant, tout au moins au niveau des états-majors, d'ici 6 mois, trouver un module qui permet de savoir où ils vont. Ils ne peuvent pas finir 2024 sans savoir où ils vont. Je ne sais pas bien. Ils ne peuvent pas finir 2024 sans savoir où ils vont. Parce que l'opposition va se faire radicaliser, va se rendre radicalisée de plus en plus. Ces débats, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ces sorties intempestives de Boniaï, les répliques, les sorties du Parti des démocrates, a un élément, a un objectif. C'est de gagner l'opinion à eux. Absolument. Et ce n'est pas peine perdue, parce que à partir du moment où la majorité n'est pas aussi speed, n'est pas aussi rapide, eux, ils gagnent plus le terrain, tout au moins. Et au niveau donc des grandes villes, bon après, dans nos localités, les populations sont ce qu'elles sont. Mais la bataille de l'opinion va être gagnée par l'opposition et beaucoup plus large si la majorité ne trouve pas un modus vivendi pour d'abord réfréner les adversités et maintenir la coalition. Autant le chef d'État a créé une coalition pour implémenter ces changements, autant il lui faut une coalition pour descendre. Il lui faut nécessairement une coalition pour descendre. Parce que la fin de règne n'est jamais quelque chose de facile. La fin de règne, c'est presque un naufrage. C'est délicat, c'est difficile. Oui, parce que tout vous abandonne, tout le monde vous abandonne. Et même vous avez beau vous appeler Patrice Talon, vous n'avez plus le gouvernail en main. Beaucoup vous regarderont comme un has-been. Un son has-been. Bientôt. Vous ajoutez encore sombre. Bientôt. Ok, d'accord, soon has-been. Et donc, il vous regarde et il veut se repositionner sur les 5 années à venir. Et vous devez être là. Mais ce n'est pas vous qui gouvernez. C'est là le problème. Donc, il y a les leviers à savoir et manager pour que le navire ou le gouvernail n'échappe. Un bon atterrissage, vous voyez, c'est comme... Moi, je confonds tout à fait. Je fais toujours une comparaison, vous voyez, l'avion au décollage et l'avion à l'atterrissage. Au décollage, lorsque vous maîtrisez bien le système de la gravitation et de la maîtrise de l'équilibre, vous allez gérer le décollage. L'avion est lourd au sol. Et quand il met le turbo, il quitte. Il est à une vitesse forte qui lui permet de se porter vers le haut. Lorsque l'avion veut atterrir, ça c'est plus complexe. Parce que c'est un poids qu'il faut maintenant tenir et centrer et atterrir à un lieu fixe. Et là, ça donne plus de travail. À mon humble avis, je ne suis pas pilote, mais j'essaye d'analyser ces choses, de regarder de près. Et donc, c'est la même chose que la gouvernance. C'est la même chose. Lorsque vous démarrez votre mandat, vous avez tout le monde à vous. Oui, c'est difficile, mais vous avez tout le monde parce qu'on vous regarde comme celui qui vient d'arriver. Et on se dit, bon, il peut avoir encore 5 ans. Donc on vous regarde comme quelqu'un qui est là sur la décennie. Et donc, tous les gens essayent d'être résilients, comme on le dit, comme c'est le mot. Notre économie. Mais lorsque vous descendez, ce n'est plus la même chose parce que on sait que bientôt vous allez passer la main. Et donc, vous n'êtes plus le centre de l'attraction. Et donc, quand c'est comme ça, et qu'on a bâti du beau travail, avec une belle équipe, comme ce qui est en train de finir, je pense qu'il faut préserver la beauté de l'équipe. Donc, il faut préserver l'essentiel, trouver les voies et moyens pour ne pas échapper, pour ne pas laisser échapper les adversités et créer à l'interne des trous d'ombre qui profitent à l'opposition. C'est la meilleure. Quand le président Talon dit qu'il va s'impliquer, je pense que la meilleure manière de s'impliquer, c'est de maintenir la cohésion à l'interne. Et ça suppose qu'il ait des échanges francs avec certains, pourquoi pas tous ses amis autour de lui. Il ne fait pas la promotion de ses amis. Hein. Non, mais ça va même justement créer des pressions. Non, ça a mal compris. Les gens ont mal compris ça. C'est pas de ses ennemis qui sont autour de lui, ni au gouvernement, ni au palais. Donc c'est pas toujours. Non, ce qu'il dit n'a pas été bien compris. Okay. C'est-à-dire que lui, c'est pas parce qu'Olivier est son ami qui va le dire, c'est lui, c'est toi le candidat.
C'est pas toi, tu es mon enfant que je vais dire, c'est toi le candidat. Lui ne fait pas, il va laisser le jeu se dérouler. Il se tient à égale distance de tous. Donc, moi, je ne pense pas qu'il a, je ne pense pas que, mais ça fait partie des choses que lorsque c'est détié dans la nature, on n'arrive plus nécessairement à rattraper. Donc, oui, c'est des petits éléments de langage de cet entretien qui auraient pu être plus ou moins mieux expliqué, mieux managé ou mieux expliqué. Voilà. Par la mouvance, voilà. Qui ne sait pas toujours comment s'y prendre aussi. Bon, c'est pas une critique, hein, c'est un constat. Non, parce qu'elle peine quand même c'est pas facile de la parole publique. C'est compliqué parce que il y a beaucoup de choses que vous connaissez et que les autres ne connaissent pas. Et lorsque vous sortez, vous voyez les plans que le chef de l'État a eu à évoquer par rapport à Yahibouni, mais s'il se met à parler là, je suis sûr que donc, parce qu'il connaît beaucoup de choses, tout comme Yahi. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, je tiens à Tchakoudi. Ils ne le feront jamais. Ils disent qu'on a besoin d'autres choses. Yahi n'est pas intéressé, donc ils ne le feront pas. Il devrait l'être. Bon. C'est le pardon. Donc, son pardon, il faut qu'il vienne nous expliquer le fondement de son pardon. Et donc, il dit clairement que c'est lui qui était demandeur. Et que, voilà. Donc, moi, je pense que ça aurait pour effet de vider cette dossier. Je pense que le président, comme je l'ai dit ailleurs, a le mérite au moins de susciter le débat. En tout cas, de solliciter ce débat. Ça, parce que il y avait trop de mal, de non-dit en ce temps-là. Donc, mais je reviens pour dire, c'est autour de ce parti talon que la situation doit se faire. Oui. Ça, c'est un parti talon aussi qui ouvre le jeu et qui peut-être écoute tout le monde maintenant, qui ne s'enferme pas dans son agenda de 6 mois. Parce que 6 mois, c'est trop juste. Il ne faut pas laisser le champ. Quand on laisse le champ, après, c'est difficile de rattraper. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. On aura d'autres plateaux pour mieux aborder peut-être les perspectives de 2024. On n'a plus le temps vraiment. Hein. Celui-ci, il est fini. Merci à vous. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Juste le temps pour moi de vous rappeler, vous pouvez nous retrouver cette émission justement si vous venez de nous prendre au vol sur nos canaux digitaux, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre page Facebook ETélé en direct et puis sur iOS et Android, ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.